Comme tout le monde, j'ai du courrier électronique auquel je ne réponds pas, dont je ne sais pas comment interrompre la source, et qui est un peu comme ce carton de vêtements, vous savez, que vous contournez chez vous dans le couloir depuis des semaines en vous disant « il faudra que je mette ça à la cave ». Il y a notamment les envois du réseau social LinkedIn que j'engendre depuis plusieurs années. J'ai d'ailleurs perdu le mot de passe pour faire cesser ça. Ça m'a fait penser qu'il y avait un sujet ô combien actuel à traiter ici, c'est le chômage vu de Pôle emploi. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport? Et certains me diront un peu dédaigneux, qu'est-ce que vous connaissez du traitement social du chômage, vous? Ben, en une phrase, quand vous avez passé 6 ans à l'étranger pour le compte du Quai d'Orsay, en rentrant, vous êtes indemnisé le temps de trouver un nouvel emploi. Et dans mon cas, par exemple, un éditeur. Donc vous devez pointer, c'est-à-dire aller d'abord vous faire connaître au pôle emploi près de chez vous. Et quand vous habitez en province, à Campagnole, vous tombez forcément sur un pôle emploi où il y a des gens qui veulent travailler chez Leclerc, aux abattoirs, à la DDE, comme cariste en zone industrielle. Et la fille qui s'occupe de votre dossier n'a pas forcément été préparée à tomber sur un type de 59 ans qui a vécu toute sa vie en écrivant des livres ou en traduisant des romans américains, ou en organisant des expositions. Donc, comme tout le monde, et comme ce sera de plus en plus le cas, vous êtes obligé, pour toucher votre indemnité mensuelle, de faire état de vos démarches pour retrouver un emploi, c'est-à-dire de passer des offres qu'ils appellent raisonnables. Et la rumeur dit que bientôt, si vous refusez, vous ne serez plus indemnisé. Or, vous avez près de 60 ans, en pays rural, il n'y a aucune offre qui corresponde, même de très loin, à ce que vous savez faire. Et le pire est que la fille qui est en charge de votre dossier est humiliée d'avoir à le traiter. La première raison, c'est qu'elle doit vous écrire un courrier électronique régulier. Or, comme la langue française est votre spécialité, mais pas forcément la sienne, elle fait une faute d'accord toutes les 2 phrases et elle le sait, donc vous la mettez mal à l'aise. Vous lui dites faites pas attention, mais du coup elle vous répond c'est pas la peine de venir pour un entretien régulier, contentez-vous de me faire un rapport mensuel sur vos démarches pour retrouver du travail. Alors c'est là qu'il faut décrire la mascarade du système à la française. Elle est obligée de vous renvoyer un courrier formel uniquement pour sa hiérarchie, afin d'accuser réception de ce que vous avez fait pour témoigner qu'à 59 ans, en race campagne, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour retrouver un poste de rédacteur en chef, par exemple, sous le sabot d'un cheval, au sens propre. Et là, elle doit la sortir de préconisations qui sont toujours activer votre réseau. C'est là que la folie des gens qui nous dirigent donne sa mesure. D'abord, la fille est strictement incapable de vous donner des conseils de recasement dans un milieu dont elle ignore tout. Elle vous envoie tout au plus un peu honteuse des invitations départementales à participer à des réunions de formation sur les nouveaux métiers de la mobilité, enfin toutes les fadaises inventées par les technocrates pour essayer de faire coïncider les besoins de l'économie avec la réalité des gens. Et c'est dans ce genre de truc que vous vous entendez dire, par un formateur de 40 ans, qu'il faudrait rajeunir votre aspect. Je vous laisse imaginer le boulot. Il y a bien une cellule de recasement de ce qu'on appelle les travailleurs culturels, mais elle est aux mains des socialistes. Il y a bien des gens qui attribuent des missions, c'est-à-dire la rédaction de 40 pages sur un problème donné, mais ils les attribuent à ceux qui n'écrivent pas pour les journaux de droite. Vous allez me dire, ces fameux journaux de droite, là, dont vous étiez le salarié 10 ans plus tôt, pourquoi vous ont-ils pas repris quand vous êtes rentré de l'étranger? Et parce qu'il fallait pas faire de peine à François Hollande, parce qu'il vous avait dans le nez depuis l'époque où vous le traitiez de blaireau dans les couloirs de Sciences Po en 1975. Donc c'est là qu'on en arrive au réseau LinkedIn, qui est un truc assez commode pour les cadres qui attendent la retraite inscrits au chômage. Le fait de faire partie d'une sorte de réseau comme ça, où vous placez votre CV, où vous faites semblant de répondre à 2 annonces par mois, vous permet de raconter vos prétendues démarches en 10 lignes à votre conseillère Pôle emploi, qui s'excuse une fois sur 2 de vous obliger à cette mascarade depuis qu'elle a lu votre fiche sur Wikipédia. Et qu'elle voit bien que vous êtes dans un circuit absolument inclassable. À la fin, elle vous demande si vous écrivez quelque chose en ce moment, et vous lui dites d'un air complice que vous ne manquerez pas de lui transmettre la réponse des éditeurs. Seulement voilà, dans les années 2013-2014, vos éditeurs eux-mêmes sont entrés dans la police de la pensée. La France pratique depuis François Hollande une sorte de maccartisme néolibéral qui vous interdit non seulement de diriger une bibliothèque, si vous ne pensez pas comme il faut, mais de publier le moindre livre, même si c'est une biographie. Alors quand je vois un courrier LinkedIn, à présent que je suis retraité, j'ai de la peine pour tous ceux qui ont 10 ans de moins que moi et qui vont devoir se livrer au simulacre d'une recherche d'emploi dans un monde géré par des gens qui, lorsqu'ils ont le niveau, n'ont pas que ça à faire, un peu comme ces infirmiers, vous savez, à qui les vieilles dames parlent dans le couloir des hôpitaux et qui répondent « Mais oui, madame, par contre, il faut aller vous rasseoir ». En ce moment, tout se passe comme si une certaine France en avait assez qu'on lui dise d'aller se rasseoir. Elle a décidé de rester debout. Abonnez-vous, merci. Le maire de Saint-Barnabé, qui sent monter la colère de ses habitants, est en train, comme on dit, de péter les plombs. Il nous fait tout un psychodrame en ce moment sur l'ordre public. J'en parlais hier avec Gustave, c'est lui qui m'a raconté
qu'il avait lu un arrêté municipal stipulant que les 27 et 28 janvier, les personnes qui manifesteraient sur le quai, c'est-à-dire l'espèce de remblai pavé face à la mairie, seraient passibles d'une amende. Le ton est monté, paraît-il. Seul le préfet pouvait interdire une manifestation. L'autre a répondu « c'est pas une manifestation, c'est un attroupement qui met en péril l'ordre public ». Donc je résume, à Saint-Barnabé, nous sommes en plein drame. Le pire, c'est que le maire, qui a ses hommes de main, essaie de faire intimider les 2 ou 3 types qui manifestent contre lui avant qu'il ne passe à l'acte, ce qui fait qu'on voit débarquer la garde prétorienne municipale dans une cour de ferme pendant qu'un agriculteur assez remonté est en train de charger du fumier dans la benne de son tractopelle et qu'on lui dit de déposer le chargement sur le champ parce qu'on sait très bien qu'il est destiné à couvrir de fumier le perron de la mairie. Pas du tout, dit l'agriculteur, j'allais en mettre au champ. Donc c'est la guéguerre et on craint que quelqu'un ne finisse par se faire mal, mais les opposants au maire ne veulent pas lâcher le morceau. Depuis plusieurs semaines, ils entendent dénoncer sa gestion autocratique, les avantages qu'il consent à certains habitants et pas à d'autres, ses discours prétentieux et interminables. Il y a quand même une sorte de permanence le samedi et le dimanche sur le quai. Naturellement, les gens portent un gilet jaune, d'où le fameux prétexte d'ordre public. Il appelle ça l'ordre républicain, comme si la République était menacée par la mère Ginette et son petit Julien, son fils là qui trône en gilet jaune face à la mairie et qui en profite pour vendre du miel et des fromages. Il y a eu des jets de fromage, a dit le maire, ce qui est assez possible, mais ce ne sont pas les permanenciers qui l'ont fait. Le type est tellement détesté que même les enfants l'ont pris en grippe et crient démission dans la cour de l'école. Alors donc Gustave, à qui j'en ai parlé en présence d'un habitant de Saint-Barnabé, a dit au comptoir de chez vous, il faut faire comme les vrais gilets jaunes, ceux de Paris. Il faut déjà que vous cassiez la gueule aux 3 personnes qui envoient des projectiles, parce qu'ils discréditent le mouvement. Donc déjà, vous nettoyez le terrain pour que le maire ne vous accuse pas de violence. Et puis ensuite, il faut innover, mes amis. Quel est votre but? Qu'il s'en aille? Je vais vous donner des recettes. Pour chasser un maire, surtout un maire qui s'accroche, il y a la voie légale, évidemment, il y a l'approche psychologique. La voie illégale, a dit le seul habitant de Saint-Barnabé qui était là, c'est quoi? Non, a dit Gustave, sérieusement, quand vous donnez des armes à celui que vous voulez combattre, c'est ça la voie illégale. Il y a 2 cas dans lesquels le maire de Saint-Barnabé irait chouiner dans la presse, c'est si vous faisiez quelque chose de vraiment illégal, comme de casser les carreaux, ou si vous mettiez en danger la vie d'autrui, ou si vous causiez un accident par votre imprudence. Un autre a dit, mais ils ont essayé de jouer cette carte avec les gilets jaunes. Ça, je ne te le fais pas dire, a dit Gustave. Non, il a dit, vous avez la voie légale, la vraie voie légale, qui est de décider des conseillers municipaux à démissionner les uns après les autres, après quoi le maire n'a plus le quorum nécessaire pour faire voter ses délibérations, ou alors vous avez carrément le chahut anarchiste, pas méchant, mais pas illégal, mais très voyant. Comme quoi, par exemple, on lui dit, et là Gustave s'est souvenu de ses souvenirs de colonies de vacances, il a dit, nous sommes arrivés à mettre un village sans dessus-dessous en peignant juste le flanc d'un seul pneu sur les voitures. Et j'ai envie de suggérer la même chose aux Gilets jaunes de Paris, là, la semaine prochaine. On faisait un cercle à la craie, ou avec du plâtre sur le flanc du pneu. Et si tu dessinais un ovale, même, vu de loin, la voiture avait l'air de faire tourner un lasso sur une roue avant, et le propriétaire était un peu ridicule, ça rendait les gens furieux, et pourtant il n'y avait pas de dégradation véritable. Et bien là, vous n'avez qu'à faire pareil. Alors je ne vois pas le but, a dit l'un des clients du bar, mais si, vous voulez attirer l'attention, signaler aux autres habitants de la région une anomalie de fonctionnement dans la gestion de la commune, un manque de démocratie. Ou la folie du maire. Croyez-moi, c'est un truc qui se voit, ça. Que les gens prennent en photo, qu'ils filment avec leur téléphone, ces roues avant qui donnent un air bancal aux voitures au feu rouge. En plus, une voiture, par définition, ça va partout. Ça emporte cette mini-propagande à travers le département. Tu les retrouves à Albi, à Rodez. Et tu ne peux pas invoquer le trouble à l'ordre public ou à la sécurité. Tu ne peux pas déployer un bataillon de gendarmes contre des pneus peints qui donnent à la voiture un air bizarre. Donc le but est atteint. Tu désignes un malaise en créant un autre malaise. Et personne ne peut t'arrêter au péage pour trouble à l'ordre public. Même si tu peins le flanc du pneu à la bombe jaune fluo, on lui demande. Alors là, a répondu Gustave, je dis pas. Avec le climat actuel, ils sont capables de décréter qu'une couleur est hors la loi. Mais ça serait une expérience intéressante à faire. Je soupçonne Gustave d'avoir dit tout ça une fois de plus pour que je vous en parle, car, comme vous le savez, il veut rencontrer les gilets à Paris. En attendant, abonnez-vous, merci. Il y a un an, je me souviens, fin janvier, on fêtait au bar de Campagnol le départ à la retraite d'un type assez gentil nommé Francis, qui avait fait un peu de tout dans sa vie, mais avec une constance parfaite, ce qui fait qu'il avait une retraite honorable. D'ailleurs, je me souviens, ce jour-là, il nous disait, de mon temps, quand tu n'avais pas de boulot, tu reprenais n'importe quoi. Pendant quelques mois, mais c'était vraiment une autre époque. Les gens étaient moins spécialisés. Quand tu cherchais, tu pouvais dire oui à une offre de magasinier, de charcutier, de livreur, de concierge.
Et déjà, tu n'avais pas un diplôme pour tout. Tu apprenais à toute allure. Moi, j'ai fait de la pâtisserie pendant 2 ans, alors que j'avais été carreleur. Mais maintenant, les jeunes te disent, j'ai un CAP de carreleur, si je ne trouve pas dans ma branche, je préfère rester au chômage. Donc, tout ça pour nous dire que ce Francis touche une retraite depuis janvier 2018, après 2 années un peu pénibles, de 16 et 17, où il n'a rien touché parce qu'il n'était pas encore retraité et déjà trop vieux pour qu'on l'embauche. Mais ce n'est pas les trimestres qui me manquaient, nous disait-il, j'ai commencé à 15 ans. Alors, tu parles. Donc notre homme est l'un des premiers à avoir eu affaire à l'efficacité de l'administration pour ce qui est du prélèvement de l'impôt à la source. Et d'après ce qu'il nous a raconté, on n'est pas sorti de l'auberge. Il me dit, mon fils me conseille quand même d'aller faire un tour sur le site des impôts sur Internet. Je le fais, je retrouve mon numéro fiscal, je tape tout. Bon, je vois quelle est votre situation pour l'impôt à la source. Déjà, tu te dis c'est bizarre, ils devraient le savoir puisque c'est eux qui me payent ma retraite. Mais non, tu vas dans le menu correspondant, tu tapes sur découvrir mon taux de prélèvement et là tu vois 0,0%. Ça fait pas beaucoup. Ben, on lui dit au comptoir, là, c'est que tu as une petite retraite. Ben non, justement, j'ai bossé, je suis au-dessus du SMIC, je me plains pas, mais là, c'était taux 0. En fait, j'ai compris, ils prennent la base de ce que tu as déclaré en 2018 sur 2017, lui dit quelqu'un. Et alors là, j'ai presque rien gagné, j'avais pas droit au chômage. Donc c'est normal, lui dit l'autre. Non, c'est pas normal parce que ils te servent une retraite, ils savent bien le montant annuel depuis 2018. Donc pourquoi ils vont pas chercher le chiffre tout seul puisque c'est eux qui versent. Mais attends, ils te disent on prélève à la source, on s'occupe de tout. Et là, tu vois que justement, ils ne s'occupent pas du principal qui est simplement d'écrire les revenus 2018 dans la bonne case, alors que c'est eux qui les ont versés. Mais non, c'est pas eux, lui dit un autre, c'est les caisses de retraite. Tu veux dire que les caisses de retraite déclarent rien au ministère quand elles te payent. Bon, alors je lui demande, parce que je voyais bien le parti que je pouvais tirer de tout ça pour vous le raconter, ça s'est terminé comment, dans ton histoire? Mais ça, c'est pas terminé, ça continue. J'ai entré la somme de mes revenus 2018, mettons 20 000, et la machine me répond, votre taux de prélèvement est de 4,6. Alors je ne sais pas d'où ils sortent ça, moi j'avais plutôt l'impression que l'impôt dans ma catégorie c'était 10%, mais je me dis je vais attendre ma première retraite 2019 pour voir quel taux ils me font. Elle est tombée, alors c'est 0, ma retraite n'a pas changé depuis l'année dernière. Pas de prélèvement du tout. Alors un autre type au bar a dit, mais s'ils en sont là, pour un cas aussi simple, c'est qu'on est vraiment dans la merde. Et là, je sais que la coïncidence a l'air un peu grosse, mais ça arrive parfois. En écho direct à nos propos, on voit la tête du ministre du Budget à la télé. Vous savez, le type qui disait qu'on ne pouvait plus trouver un restaurant à moins de 100 € par tête. Et que nous dit-il sur la télévision du bar? Eh bien, il nous dit qu'il songe à retrouver son poste de maire ou de député plutôt que de rester au gouvernement. Ah bon, alors, a dit notre nouveau retraité, il lance le prélèvement à la source, il sent que ça peut foirer, et donc il annonce qu'il va se barrer du ministère. Oui, notre retraité a un petit côté Coluche, que j'ai trouvé assez bienvenu, parce qu'il avait en effet levé deux coïncidences énormes, le fait que la télévision l'illustre à l'instant, mais surtout le fait que le ministre en charge de la réforme des impôts décide de conserver un mandat local et donc annonce qu'il pourrait démissionner, en prévision probablement des mois difficiles que va affronter son bureau pour justifier toutes les erreurs commises, les injustices, le temps perdu et les rancœurs qui s'annoncent. Quand on voit le nombre des défections autour du président, et là c'est moi qui conclus, on est quand même obligé de se dire c'est pas possible, ils savent quelque chose, ils veulent partir avant que ça sorte. En tout cas, c'est le sentiment général à Campagnole. Or, bizarrement, il n'y a que dans la presse et sur les télés de la TNT que personne ne le dit. Donc ça doit être vrai. Abonnez-vous, merci, et rentrez les épaules en attendant les premières corrections de votre prélèvement à la source en avril. Ça faisait longtemps que nous n'avions pas eu une dispute homérique avec l'habituel carré de débatteurs au bar de Campagnole sous l'écran à l'heure du jeu télévisé. Vous savez, ce jeu où les gens essaient de se souvenir des paroles des chansons célèbres. Si je fais mention de ce jeu-là, c'est pour me souvenir de vous en parler demain. Mais pour l'heure, donc, place au psychodrame habituel dont le thème m'a paru intéressant. Il s'agissait d'histoire, avec un grand H. Et le prétexte, comme souvent, c'était, puisque le bar fait marchand de journaux, la marée des magazines là, qui traitaient de questions historiques, d'énigmes historiques, de personnages historiques. Et c'est là que le bar blessé apparemment, puisque notre abonné au Monde a piqué sa crise de nerfs. Je vous rappelle le profil, catho de gauche, lecteur de la Croix et du Monde, toujours prompt à rabaisser l'ego d'autrui et à donner des leçons d'écoute et de partage, mais ne s'apercevant pas qu'à force de dire « laisse-le parler », à vouloir passer sans arrêt pour le type raisonnable qui est seul au courant de tous les aspects de la question, à faire de l'ironie à propos des complotistes dès qu'on ouvre la bouche, ce type qui se veut la modestie et la mesure incarnée est en fait le pire dominateur qui soit, en attribuant la parole aux uns, pas aux autres, en corrigeant tout ce qu'on dit, en promettant de vérifier en rentrant, sous-entendu d'aller voir dans le dictionnaire.
pour vous river votre clou le lendemain, sauf qu'il domine non en s'affirmant, mais en doutant de ceux qui s'affirment. Vous allez voir le rapport. Le type s'est énervé parce qu'il voyait Stéphane Bern en couverture du magazine, qu'il dirigeait d'ailleurs, et qui s'appelait Secret d'Histoire. À quoi Gustave a répondu, mais qu'est-ce qu'il te prend? C'est un copain du pouvoir en plus, il est copain avec Macron, ça devrait te plaire. Ça, c'est pas la question, a dit l'autre. Il nous resserre toujours les mêmes salades sur la vie des grands hommes, alors qu'il n'y a pas un seul de ces journaux, pas une seule de ces émissions qui traitent de l'histoire sociologique, de l'histoire des peuples dans leur ensemble. On dirait que tout est affaire de personnages, de mauvais caractères, de favorites. Bon Dieu, mais il y a tout de même autre chose dans l'histoire. Il y a des logiques souterraines. Te fatigue pas, a dit Gustave, tu nous fais du marxisme. Là, tu pourrais résumer en disant que l'histoire n'est pas faite par les grands hommes, qu'elle est faite par la lutte des classes. Et l'autre a répondu, oui, parfaitement. Sauf que, a dit Gustave, Lénine, Staline, Hitler étaient des ordures à titre personnel et que, quand tu lis Saint-Simon, tu te demandes ce qu'aurait été le grand siècle et même celui d'après, sans Louis XIV. Donc moi, je veux bien que tout se passe dans les souterrains de l'histoire, que l'histoire dépasse complètement les hommes qui la font. Il y a quand même ceux qui la font et ceux qui la regardent se faire. Toi, par exemple. Mais là où tu n'es pas honnête, c'est quand tu prétends une chose pareille, justement au moment où le pays connaît le pire dirigeant perso qu'on ait eu depuis De Gaulle, une espèce de malade qui est un mélange de Louis XI et de Zuckerberg, et qui d'ailleurs, c'est bizarre, va dans le même sens que toi. Il nous dit « Je ne suis que le modeste instrument d'un changement d'époque. À travers moi, la transition se manifeste entre le monde d'hier et le monde de demain. » Mais en fait, tu t'aperçois que le principal là-dedans, c'est pas le monde de demain, c'est le « à travers moi ». Moi. En fait, on ne voit que lui, on n'entend que lui. Son grand débat, là, c'est surtout le moyen d'aller faire son numéro en disant « J'ai tout compris, je vais répondre à vos questions ». Y compris et surtout à celles que vous n'avez pas posées. Comme ça m'évitera de répondre à celles que vous me posez. Et d'ailleurs, parce qu'on n'est jamais trop prudent, je vous ai remis la liste des questions. Le premier qui me parle de Benalla, je lui envoie la sécurité. Mais non, justement, a dit notre abonné au Monde, tu vois bien que son mouvement, là, est l'émanation d'un élan qu'on n'avait pas vu venir depuis longtemps. C'est ça, les forces souterraines de la nation. Dis donc, a dit Gustave, les forces souterraines, c'est pas tes 14% d'électeurs financés par Goldman Sachs, j'espère. C'est plutôt les gens qui portent un gilet jaune en ce moment. Et tu vas voir que tu es démenti de bout en bout. C'est un seul type qui fait l'histoire, puisque les forces souterraines ne peuvent plus le blairer. C'est clair. Tu me dis, l'histoire se fait pas par les personnages historiques. Là, tu as un contre-exemple magnifique. Tout le monde dit Macron démission, Benalla en prison. Après ça, tu vas me dire que l'histoire n'est pas une question de personne. Et qu'il n'y a que des phénomènes sociaux. Remarque, en essence, tu as raison, nous avons affaire à un phénomène. Le problème, c'est lui, et le problème futur, c'est encore lui. S'il avait dissous le 5 janvier, on pouvait croire à la rigueur qu'on avait affaire à un phénomène social seulement. Mais là, il dissout pas. Il essaie de financer, il essaie par orgueil d'avoir raison tout seul. Il nous cache qu'il a fait une police secrète et une diplomatie secrète. Il signe des traités à toute allure dans notre dos. C'est donc le plus gros mytho perso des 50 dernières années. Et toi, tu nous dis qu'il faut pas croire à l'influence des personnes ? Ben oui, moi j'ai du mal à croire qu'un type, nous répond l'abonné au Monde, qu'un type fasse un rêve prémonitoire à 18 ans à propos de son destin. Eh ben moi, j'ai fait un rêve l'autre jour, a dit Gustave, et Napoléon me disait, c'est moi et moi seul qui ai décidé de tuer le duc d'Enghien. Et il est cinglé ton Albert. Tu peux lui dire de ma part. Et Gustave a conclu en imitant Rému dans un film de Pagnol. Et bien voilà, une fois de plus, tu as tort et c'est Napoléon qui te le dit. À bientôt, merci. L'autre soir, comme presque tous les soirs, la télé du bar diffusait en sordine cette émission qui consiste, vous savez, à essayer de se souvenir des paroles des chansons célèbres. Et c'est amusant, mais personne ne dit que ce programme est la conséquence de ce qu'on appelait dans les années 70-80 le matraquage. En effet, on peut s'apercevoir tous les soirs de la place qu'occupent dans nos mémoires des paroles qui, a priori, n'ont rien à y faire et que nous n'aurions pas choisi d'apprendre si nous avions eu le choix, mais nous ne l'avons pas eu. Par exemple, des paroles comme « Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid », ben, on s'en veut d'avoir mémorisé cette double négation ridicule, on s'en veut d'avoir retenu ce raccourci absurde, parce qu'à la rigueur, on n'a plus le droit de laisser mourir quelqu'un de faim ou de froid, mais chanter « On n'a plus le droit d'avoir faim ni d'avoir froid », c'est grotesque. Voilà justement des paroles qu'on aurait dû oublier parce qu'on n'aurait même pas dû les écrire. Seulement voilà, le matraquage a été tellement insistant qu'on s'aperçoit, en suivant l'émission, qu'on se souvient de presque tout. Autre exemple, on va dire que je m'acharne sur le même, il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup, ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Quand vous relisez ça à tête reposée, vous vous dites que Verlaine et Jean Rostand, mais surtout Charles Trenet,
doivent être très fatigués à force de se retourner dans leur tombe. Vous allez me dire aussi, mais à quoi ça sert de rappeler les méfaits du matraquage? Eh bien, ça sert à montrer que pour les animateurs de télévision, le matraquage, ça marche aussi. La preuve, on voit partout les mêmes depuis 30 ans. Et dans cette phrase, ce qui est important, c'est pas les mêmes, c'est partout. Par exemple, l'animateur producteur de cette émission sur le matraquage est lui-même matraqué par le système à un tel degré qu'il anime en même temps 3 émissions, sans compter les participations comme producteur dans une douzaine d'autres, ce qui en fait tout naturellement l'animateur le plus populaire de France selon les sondages. Mais vous avez compris le principe, plus un personnage jouit d'une présence importante à l'écran, plus il s'impose dans notre emploi du temps. Parce qu'à 19h, il n'y a rien d'autre à la télé, parce qu'on a pris l'habitude de le voir, parce que votre fille aînée l'aime bien, etc. Et donc, plus il est matraqué, plus nous nous en souvenons. Et le jour du sondage, quel est votre animateur préféré? C'est comme si on appuyait sur le bouton 1 de la télécommande, on le désigne lui parce qu'il est celui qui a la plus grosse présence, parce que c'est le premier bouton, la première chose qui nous vient à l'esprit. Mais il y a des conséquences et quelques leçons à tirer de tout ça. Et pour une fois, je ne vais pas laisser Gustave le faire. C'est que cette omniprésence des mêmes partout, toujours depuis 30 ans, représente une injustice et une offense qui n'est pas sans rapport avec ce qui agite la France en ce moment dans le domaine politique et social sur le thème du toujours les mêmes. Quand les Gilets jaunes nous parlent d'oligarchie, on est obligé d'admettre qu'il existe une oligarchie télévisuelle qui ne partage pas, qui ne partage plus ses avantages et ses privilèges. Par exemple, si le service public consentait à diviser par 5 le budget alloué à notre homme là, qui anime N'oubliez pas les paroles et à attribuer chacune des 4 parts à 4 jeunes loups qui consentiraient à travailler en veste à paillettes pour un salaire inférieur, eh ben on découvrirait peut-être le futur animateur le plus populaire de France. Et dans tous les domaines, c'est pareil. Le pouvoir, l'argent, l'influence ne se divisent plus, ils se monopolisent. Du coup, il n'est pas très étonnant qu'on assiste à une révolte de fond. Les gens commencent à comprendre que leur fils, même avec tous les talents du monde, n'a aucune chance de réussir, à moins de faire de la télé-réalité, c'est-à-dire de démarrer une carrière dans la dérision pour n'arriver à rien. Et puis aussi, et puis surtout, il y a un aspect de la question qu'on n'évoque pas assez, évidemment, c'est l'argent perçu. Qu'un animateur puisse se faire 1 500 000 par an, notamment parce qu'il occupe 20 heures de grille horaire du service public, est très gênant dans le contexte actuel. On songe à ces vieilles dames qui survivent avec 900 € par mois, qui ont un loyer à payer là-dessus quand même, et qui luttent pour ne pas atterrir dans un foyer. Eh bien, si elles connaissaient le budget de celui qu'elles élisent meilleur animateur de France, et surtout ses fréquentations, elles comprendraient qu'il y a un rapport. Vous vous dites comment ça, comment tel acteur, tel cinéaste peuvent se prononcer publiquement en ce moment en disant que les gilets jaunes commencent à les fatiguer sérieusement. La semaine suivante, vous voyez sortir une photo où on voit 4 personnes bras dessus, bras dessous. Hilar, l'acteur en question, le cinéaste aux cheveux teints qui glapit sans arrêt à la télévision que cette révolte est un scandale, l'ancien chef 68 art Cohn-Bendit. Et quel est le 4e sur la photo? Eh bien, c'est Emmanuel Macron lui-même, évidemment. Mais quel est le rapport avec notre homme des paroles de chansons, là? C'est simple, lui aussi, il siège partout. Il est tellement dans l'argent roi qu'il est obligé d'aller le gérer dans les conseils d'administration avec les milliardaires qui financent ses émissions. Donc, puisqu'il aime bien le rock, on pourrait lui rappeler les paroles de la chanson des Rolling Stones, « Sympathy for the Devil », où le diable s'exprime en disant « Je suis allé rôder du côté de Saint-Pétersbourg quand j'ai compris que l'heure du changement avait sonné ». Ben là, on l'aurait croisé récemment, le diable, dans les couloirs de France 2. À bientôt, abonnez-vous, merci.